Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 8 novembre 2012, à Infomax ce soir, le centre de service de Masson-Angers fermé d'urgence. Déficit de 1,5 million de dollars à la CSCV. Autoroute 50, encore quelques semaines selon Transport Québec. Et Opération Nez Rouge reprend du service. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, le centre de service de Masson-Angers a été fermé d'urgence vendredi dernier en raison de la présence d'amiante au sous-sol de l'édifice du chemin de Montréal-Ouest. En fait, ce sont des ouvriers qui ont détecté l'amiante en effectuant des tests de routine avant de faire des rénovations. Le service des communications de la ville de Gatineau nous a informé que l'édifice a immédiatement été fermé et que des analyses sont actuellement en cours. La santé publique et la CSST travaillent actuellement de concert avec la ville pour régler la situation le plus rapidement possible. Avant de pouvoir réintégrer le centre de service, on doit déterminer comment se défaire, comment manipuler et comment disposer de l'amiante de façon sécuritaire. Les organismes communautaires qui louaient des locaux au centre de service ont tous été déménagés. Les employés municipaux ont été relocalisés au centre de service de Buckingham. À la ville de Gatineau, on nous assure que les citoyens du secteur Masson-Angers qui désirent obtenir des services peuvent se présenter sur la rue Charles dans le secteur Buckingham. Pour le moment, on ne sait pas encore quand le centre va être réouvert. Pour une deuxième fois, le maire Marc Bureau a annulé une rencontre que lui avait demandé le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Rappelons que dans la foulée de la commission Charbonneau, M. Pedneau-Jobin souhaite que la Ville réexamine tous les contrats qui ont été octroyés depuis les 10 dernières années afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu de collusion ou de corruption. Le maire Bureau soutient de son côté que Gatineau a mis tout en œuvre pour éviter ce genre de situation et il ne voit pas l'intérêt de réexaminer tous les contrats. Par ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que le conseiller de Buckingham ne se fait pas que des amis à la table du conseil en agissant comme chef de l'opposition. De plus en plus de conseillers l'accusent de vouloir se faire du capital politique, mais M. Pedneau-Jobin n'a pas l'intention de cesser de poser des questions. Ce qu'on voit, c'est que M. Bureau dit qu'il veut museler l'opposition, il ne veut pas qu'on pose de questions, il m'exclut d'une rencontre, il n'est pas ouvert à des propositions. Puis pour moi, c'est ça qui est... le message qu'il envoie, c'est que lui, la porte n'est pas ouverte. Moi, je travaille pour Gatineau, je pose des questions, puis j'arrêterai pas. Est-ce qu'il y a un calcul politique là-dedans? Il y en a tout le temps, et pour moi et pour M. Bureau. Fait que pour moi, ces attaques-là qui visent le messager puis pas le message, là, disons que ma carapace épaissit depuis quelques mois, puis ça m'affecte pas mal moins. Là. Le maire de Gatineau va être de passage dans nos studios demain après-midi pour participer à l'enregistrement de l'émission Parole à l'élu qui va être diffusée sur nos ondes mardi prochain. Selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, Gatineau se classe au 97e rang sur 103 municipalités en ce qui concerne la facilité à y faire des affaires. Des résultats plutôt décevants, surtout que la Ville a investi 500 000 $ pour sa campagne publicitaire Gatineau Ville d'affaires. Campagne qui est d'ailleurs de plus en plus contestée. Selon le conseiller de Buckingham, la lourdeur administrative est en grande partie responsable de ce phénomène. Ah non, ça va pas bien, là. Les gens qu'on met en vedette attendent leur permis. Les photos sont prises à Ottawa. Et en plus, le chiffre lui-même, on a dit qu'on a créé 1700 entreprises. Mon propre attaché politique, c'en est un de cette gang-là. La question, c'est pas combien d'entreprises ont été créées, c'est combien d'entreprises n'auraient pas été créées si nous, on n'était pas intervenus. Puis c'est ça le chiffre qui compte. Est-ce que nous, on est bon quand on intervient? Ce que les gens d'affaires nous disent, c'est non. Ils nous disent, vous êtes trop lourd, trop compliqué, ça prend trop de temps. Les services ne se parlent pas entre eux. Puis des exemples, je pourrais en donner des tonnes. Là, on a le CLD accompagne une personne qui veut se lancer en entreprise sur un terrain où le zonage ne le permet pas.
Ça n'a pas de bon sens, là, parlons-nous, là, c'est tout payé par le même monde, ça. Puis des exemples comme ça, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Antoine Normand, va être mon invité mardi prochain à l'émission pour nous parler justement de la campagne Gatineau Ville d'affaires. La commission scolaire au Cœur des Vallées termine son exercice financier avec un déficit de 1,5 million de dollars. C'est ce qui a été annoncé mercredi soir lors de la réunion du Conseil des commissaires. On explique ce déficit par la diminution des services dans les écoles. En effet, les écoles ont dû utiliser une partie de leur surplus pour offrir des services directs aux élèves ou encore pour financer des projets. Rappelons que la CSCV avait prévu d'utiliser 1,4 million de son surplus accumulé pour diminuer l'impact des compressions de 2 millions de dollars imposées par le gouvernement. Au 30 juin 2012, le surplus est maintenant de 3,75 millions de dollars. Le président du comité des finances à la CSCV, Marc Beaulieu. Depuis 2003-2004, on avait, année après année, accumulé un léger surplus. Et l'an dernier, on avait décidé d'aller chercher dans ce surplus-là un montant d'environ 400 000 pour pallier à des besoins qu'on avait au niveau de la commission scolaire. Une autre partie de ce déficit-là vient, en fait, ce n'est pas... Ce que je vais expliquer, c'est que ce n'est pas nécessairement un déficit, mais plutôt une appropriation des surplus qu'il y avait dans les écoles. Au niveau de nos écoles, on avait un coussin d'environ 1 million de dollars. L'an dernier, les écoles, entre autres pour des cours d'école, ont dépensé 200 000 $ et pour offrir d'autres services, pour faire d'autres dépenses, améliorer la qualité du service, sont allés chercher environ 250 000 $ supplémentaires. Donc, en réalité, ce qu'on vous annonce ce soir, c'est qu'au niveau du budget, on a manqué notre cible d'environ 600 000 $. 600 000 $ sur un budget de 70 millions, ça représente un peu moins de la moitié d'1 %, ou environ la moitié d'1 %. Donc, je tiens à préciser que la situation financière de la commission scolaire est quand même acceptable. On a dû aller piger dans nos surplus. On va devoir le faire encore cette année. Toujours à la CSCV, 2 nouveaux commissaires ont été assermentés hier soir lors de la réunion des commissaires. La CSCV avait choisi de procéder par appel de candidature pour combler les postes laissés vacants par le décès de Claude Benoît et l'élection à titre de député d'Alexandre Iraca. À la circonscription 5 qui dessert les municipalités de Ripon, Saint-Sixte et Lochaber, c'est Alain Smolinski qui a été choisi parmi 12 candidats potentiels. Par ailleurs, France Turcotte a été choisi parmi 4 candidatures pour succéder à Alexandre Iraca dans la circonscription 16. Transport Québec nous a confirmé qu'il ne reste plus que quelques travaux pour que le tronçon de 18 km de l'autoroute 50 entre Tursault et Papineauville puisse être ouvert à la circulation. Rappelons qu'il s'agit du dernier tronçon à être complété pour que l'autoroute que les gens de l'Outaouais attendent depuis plus de 40 ans puisse être ouverte dans sa totalité. Selon la porte-parole de Transport Québec, Mireille Brazeau, les ouvriers effectuent actuellement les derniers travaux pour rendre la route sécuritaire et praticable. Les travaux se déroulent normalement. Pour le moment, il n'est pas possible de donner une date officielle, mais on nous a assuré que les travaux seront complétés d'ici la fin de l'automne. Rappelons que le prolongement de l'autoroute 50 a été entrepris en 2004 pour un coût total de 800 millions de dollars. La municipalité de l'Ange-Gardien va être l'hôte les 5 et 6 décembre prochains d'un colloque international sur l'avenir des plantes indigènes du Québec. C'est au domaine de l'Ange-Gardien, situé sur le chemin Pierre-Laporte, que des gens d'un peu partout dans le monde vont venir discuter de l'éco-valorisation de ces plantes qui peuvent être utilisées, entre autres, à des fins pharmaceutiques, médicales ou agroalimentaires. Les participants vont également parler de la transformation et de la recherche mondiale. Le colloque est organisé par le CLD des collines de l'Outaouais et s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences intitulée « L'entreprendez-vous ». Pour la 28e année consécutive, Opération Nez Rouge reprend du service dans la région. On peut rappeler que le service de raccompagnement est totalement gratuit, mais que les utilisateurs peuvent faire un don. Encore une fois, cette année, tous les fonds recueillis dans la région vont être remis à Loisirs Sport Outaouais, un organisme qui soutient les athlètes et les clubs sportifs de la région. Cette année, c'est Martin Lacasse, le propriétaire de Rona l'Entrepôt, qui a accepté la présidence d'honneur.
On peut souligner que depuis 1985, Opération Nez Rouge a effectué près de 52 000 raccompagnements en Outaouais et dans la région d'Ottawa. La directrice générale de Loisirs Sport Outaouais, Lise Waters, lors de la conférence de presse qui se déroulait ce matin. Grâce à l'opération Nez Rouge, les routes de l'Outaouais seront plus sécuritaires durant la période des fêtes. De plus, l'ensemble des dons recueillis seront utilisés en soutien financier pour les athlètes et les clubs sportifs de l'Outaouais. Avec près de 52 000 raccompagnements à leur actif en Outaouais, dont 1882 l'année passée, nous pouvons être fiers de nos bénévoles qui sont franchement très au poste presque tous les soirs. Et il faut remercier aussi, penser au comité organisateur qui se donne corps et âme à l'organisation de cette édition encore cette année. Aujourd'hui, l'objectif de cette campagne demeure le même, c'est-à-dire que les bénévoles d'Opération Nez Rouge aient du plaisir à reconduire les fêtards pour rendre les routes plus sécuritaires, tout en appuyant la cause du sport amateur. Opération Nez Rouge va être en service durant 13 soirées entre le 30 novembre et le 31 décembre prochain. Pour obtenir un raccompagnement, on n'a qu'à téléphoner au 819-771-AUTO ou 819-771-2886. Pour devenir bénévole, on peut visiter le site web www.opérationnezrouge.com ou téléphoner au 771-3376. En 2012, Internet est devenu indispensable et il est difficile d'imaginer que certains foyers n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un service haute vitesse. Pourtant, à cause de sa géographie particulière, l'Outaouais cause bien des maux de tête aux fournisseurs d'Internet. Eh bien, Intelligence Papineau, un organisme à but non lucratif, s'est donné pour mission de brancher les foyers peu ou mal desservis. Pour nous en parler, j'ai rencontré Martine Leduc, la directrice générale d'Intelligence Papineau, un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Martine Leduc, vous êtes la directrice générale d'Intelligence Papineau. Intelligence Papineau, on parle évidemment de fourniture d'Internet. D'abord, j'aimerais qu'on différencie peut-être Intelligence Papineau d'un autre fournisseur de services Internet. Intelligence Papineau, c'est tout d'abord un service qui appartient à la communauté. Ça a démarré, puis ça fonctionne encore avec la collaboration des deux commissions scolaires du territoire, soit au Cœur-des-Vallées ou Western Québec, et la MRC de Papineau, qui nous donne accès à une paire de fibres optiques. Ce qui nous permet, nous, d'installer, c'est ça, des tours, puis diffuser. Donc, l'aspect important entre un télécommunicateur entreprise privée, c'est que notre réseau, il est communautaire, à but non lucratif. Donc, évidemment, vous fournissez l'Internet, on parle ici d'Internet haute vitesse. 2012, est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent fonctionner sans Internet et sans Internet haute vitesse? Bien, moi, je pense que non. Et la plupart des gens vont être d'accord avec moi au nombre d'appels qu'on reçoit pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir cet accès-là. D'une part, c'est ça, non pour le travail, non pour les communications, mais non aussi lorsqu'on regarde tous les services maintenant gouvernementaux nous demandent de passer par Internet. Ouais. Donc, je pense que dans ce sens-là, ils doivent, les différents paliers, continuer à subventionner et à aider les régions à se brancher sur le monde. Évidemment, l'Outaouais, la région de l'Outaouais qui est dans une vallée, on dit la vallée de l'Outaouais, ça ne doit pas nécessairement être facile d'offrir les services. C'est quoi les plus grands défis qu'Intelligence Papineau a là, depuis sa création en 2007? Les défis, effectivement, c'est ça. Les vallées, c'est souvent un peu complexe parce qu'ils sont enclavés entre des montagnes. Notre réseau, nous, fonctionne par micro-ondes et ça prend une ligne de vue entre l'émetteur et le récepteur. Donc, c'est sûr qu'il arrive où on va mettre une tour, puis finalement, les gens qui sont plus dans les creux de vallée, là où il y a, souvent on s'installe, les gens s'installaient, c'est difficile d'accès. Par contre, bon, tranquillement, on développe aussi de la créativité, des stratégies, on essaie de voir... lorsque, mettons, j'ai une personne qui, lui, peut capter le signal
Si cette personne, ce résident-là, accepte, on peut faire des mini-cellules à partir d'une résidence. Ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus pour les secteurs un peu plus difficiles, parce qu'on ne peut pas mettre des tours non plus à chaque 500 mètres. Là. Quand on parle de mini-cellules, est-ce qu'on diminue le service là, ou la qualité du service de la personne qui Non. accepterait? Non, pas nécessairement, non, c'est ça. Et le territoire que vous desservez, vous nous avez parlé des 2 commissions scolaires. Sur le plan géographique, quelles sont les régions, les territoires que Intelligence Papineau dessert? En fait, c'est tout le territoire de la MRC Papineau, donc 24 municipalités, plus 2 municipalités des collines, l'Ange Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette, qui ont, au tout début, comme embarqué dans le projet et ont mis une quote-part pour la fibre, et etc., pour que ça puisse être disponible sur leur territoire aussi. On sait dans notre secteur, ici, le secteur qu'on dessert, donc la municipalité de l'Ange Gardien, il y a eu beaucoup de discussions. Les gens, évidemment, ce sont des maisons neuves dans beaucoup de cas, des jeunes familles qui vont s'installer, difficulté d'avoir justement Internet haute vitesse. Est-ce qu'Intelligence Papineau, vous avez réussi là, à fournir le service partout dans la municipalité de l'Ange Gardien? Disons que ça s'en vient très bien. Il y a quelques secteurs qu'on n'a pas réussi encore, où on croyait le pouvoir avec l'implantation d'une tour. On a 7 tours actuellement sur le territoire de l'Ange Gardien, dans la municipalité de l'Ange Gardien. Il y a certains secteurs au sud, de chemin Gaspard, je pense entre autres, le coin du lac Donaldson, qui sont un peu plus difficiles à couvrir, mais on s'en vient vers ça. Et en 2012, justement, 5 ans après la création ou la mise en service d'Intelligence Papineau, vous desservez combien de citoyens là, sont abonnés à vos services? Il y a 888 résidences, ou en tout cas dans ces eaux-là, ouais. résidences branchées. Donc, si on pense à peu près qu'il y a à peu près 2,5 personnes par maison, ça donne quand même près de 2000 personnes qui ont accès maintenant à l'Internet qui ne l'avaient pas et qui ne l'auraient toujours pas. Évidemment, la région, quand on parle de ce territoire géographique-là, ce n'est pas nécessairement des jeunes familles un peu partout. Est-ce que des gens qui résistent encore à avoir Internet haute vitesse et pour qui, évidemment, la basse vitesse continue de fonctionner? Bon, oui, c'est certain que nous, dans nos secteurs couverts, ce n'est pas 100% ou même pas 70% des gens qui s'abonnent. Mais on croit que, bon, avec les années, les gens, même les personnes un peu plus, on va dire, plus âgées, de plus en plus, ils veulent soit des fois communiquer avec leur famille par Skype. Ouais. Ça c'est souvent une demande, je dirais, dans cette catégorie d'âge-là. C'est souvent une des choses pour lesquelles qu'ils aimeraient pouvoir avoir accès. Au niveau de communiquer avec leurs petits-enfants, leurs enfants, Ouais. etc. Ça, il y a ça. Et il y a aussi, bon, mais de plus en plus, les retraités sont jeunes. Plus jeunes, oui, effectivement. Et ils résidaient la ville avec un service qui était qualitatif. Et donc, ils ne veulent pas perdre les avantages de la zone urbaine lorsqu'ils s'en viennent prendre une pré-retraite en milieu rural. Madame Leduc, ben écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite encore beaucoup de succès avec Intelligence Papineau. Bien, merci. Alors, on part maintenant sport avec notre gars des sports, François Croteau. François, on commence tout de suite avec les Mustangs qui, bon, on en parlait la semaine dernière, les blessures qui commencent à marquer l'équipe, si on veut, semaine qui était un petit peu difficile la semaine dernière. Oui, on n'a pas remporté là, de victoire aux 2 dernières sorties en fin de semaine dernière. Ça a débuté par une défaite de 3-2 vendredi soir dernier contre les représentants de Stittsville.
Et dimanche après-midi, les Mustangs se dirigeaient du côté de Metcalfe et ils ont subi une défaite de 4-3, mais en tir de barrage. Il faut quand même dire que dans la partie contre Metcalfe, les Mustangs tiraient de l'arrière par 0-3. Alors, c'est quand même une bonne remontée, sauf que, effectivement, comme Pierre l'avait mentionné, Pierre Grandmaison, l'entraîneur, les blessures, là, les joueurs clés qui tardent à revenir. Donc, effectivement, il y a peut-être une espèce d'essoufflement aussi du côté des autres joueurs certains sont peut-être surutilisés ou sont utilisés dans des rôles où ils sont moins familiers. Mais néanmoins, il y a une partie d'effort. Il va falloir que tout le monde là, mette l'épaule à la roue et travaille un peu plus fort. En ce qui concerne le classement maintenant, je pense que, bon, on trônait au premier rang depuis le début de la saison. Tranquillement, ça se renverse. Oui, bien, effectivement, là, la marge qu'on détenait parce qu'on avait joué un peu plus de parties, les représentants d'Ottawa-Ouest maintenant sont techniquement premiers, même si les deux équipes là, sont nez à nez en ayant une victoire de plus. Et South aussi, les Ottawa South, les Canadiens, qui se pointent parce que si on les met au même différentiel de parties, eux autres aussi là, auraient le même nombre de points. Donc, c'est une lutte à 3 là, qui s'intensifie, puis ça va être comme ça, selon moi, jusqu'à la fin de l'année. Pas de match ce vendredi à Buckingham. Non. Prochain match des Mustangs? Samedi soir, 19h30 à Almonte et dimanche à 14h30 à Stittsville. Donc, deux parties sur la route, effectivement, en fin de semaine. Deux parties importantes, effectivement. Oui. Toujours dans le monde du hockey, vous voulez nous parler de nos voisins, les Vikings de Papineauville, qui sont, semble-t-il, de retour en force. Oui, on sait que l'an dernier, là, ils ont connu des problèmes en deuxième moitié de saison. Ils sont revenus à la charge cette année avec de nouveaux propriétaires. Et ils sont allés chercher aussi un entraîneur de renom, c'est Richard Jameson. On se souviendra de lui, il a été entraîneur à la fin des années 70 avec les Olympiques de Hull. Et après ça, il est allé faire une carrière fort intéressante là, du côté de l'Europe. Alors là, il est revenu, c'est lui qui dirige l'équipe cette année. Ils ont une fiche de 6 victoires et 3 défaites. Ça leur donne le premier rang ex-aequo avec Cumberland. Et d'ailleurs, dimanche après-midi, les mêmes Bandits de Cumberland s'amènent à Papineauville à compter de 14h30 à l'aréna Lucien Louis ou Louis-Lucien Malo. De toute façon, l'aréna de Papineauville. Oui. Et pour ceux aussi que ça intéresse, l'entraîneur des Bandits, Sylvain Chaput, l'ancien entraîneur des Mustangs. Voilà. Écoutez, on parle maintenant football. On sait que les Tigres, nos juvéniles qui ont été éliminés là, en fait, il y a 2 semaines en grande finale. Mais nos cadets qui se présentent, qui vont représenter fièrement Buckingham à la finale en fin de semaine prochaine. Oui, effectivement. C'est samedi. À compter de samedi le 10 novembre et à 14h15. Notez que la partie est au terrain là, de Montbleu. Ça met en évidence là, les Tigres d'Ormidas-Gamelin, naturellement, contre les Jaguars de l'Irabia. Ce sont les deux mêmes équipes que l'an dernier qui s'affrontent en finale. Et il y aura aussi à midi la partie des Benjamins, c'est Montbleu contre les Hawks d'Adley. Et le juvénile Division 3, les Cougars du Carrefour contre le Vortex du Versant. Alors, les amateurs de football, je sais qu'on annonce beau en fin de semaine. 3 parties à aller regarder. Tout à fait, tout un happening. Ça fait quelques années qu'on fait ça du côté de Montbleu et toutes les plein d'animations et tout ça. Effectivement. Mais vous nous le disiez tantôt encore, les deux mêmes équipes, les Rablières et Ormidas-Gamelin, qui s'affrontent en grande finale. Et ça ne fait pas nécessairement l'affaire des deux équipes de se retrouver dans cette division-là. On voit là que Michel Roy a soulevé justement le problème là, où la Ligue cadet ne semble pas être structurée d'année en année. Cette année, ils étaient à 4 équipes, si ma mémoire est fidèle. Et Franco-Cité, étant donné qu'ils sont du côté d'Ottawa, n'ont pas pu participer aux séries éliminatoires. Et le club de Pontiac, lui, après une partie, je pense, a plié bagage. Donc, Michel Leroy, lui, il dit, ça me prend une ligue cadet structurée et il regarde soit du côté d'une ligue interrégionale avec, justement, nos voisins Ottawa ou même d'aller jouer au Lac-Saint-Louis. OK, alors ça ne fait pas tout à fait l'affaire du président de la Ligue Subway qui lui dit, M. Mercier, qui dit patience, il y a un programme Benjamin qui s'en vient. Quand on connaît la fougue de M. Roy, écoutez, moi, je pense qu'il va falloir que la Ligue se penche sérieusement sur le problème parce que les cadets vont aller jouer ailleurs l'an prochain. Et c'est le même son de cloche, d'ailleurs, du côté des Rablières qui veut, elle aussi, se joindre à une autre ligue.
On change maintenant complètement de sport. Vous voulez nous parler de nage synchronisé. On a 2 représentantes de la région ici qui vont faire partie de l'équipe nationale. Oui, effectivement, c'est Stéphanie Leclerc et Karine Thomas. C'est des noms extrêmement bien connus au niveau de la nage synchronisée. Ils ont participé justement à la compétition par équipe aux Jeux olympiques de Londres. Et bien, c'est tombé, c'est le droit là, qui nous a appris ça là, en exclusivité, une belle trouvaille. Ils vont former l'équipe canadienne en duo pour la prochaine année assurée. Et on espère naturellement là, les voir aux prochains Jeux olympiques. C'est sûr que, écoutez, on leur a donné là, la position, mais ils vont devoir se prouver. Ça commence du 30 novembre au 2 décembre prochain. Il y a une compétition au Mexique. On va regarder la performance de ce côté-là. Si la performance est bonne, championnat du monde en 2013 à Barcelone. Et puis là, ben, après ça, on verra là, pour les Jeux olympiques de 2016. Mais ça augure bien. Écoutez, 2 athlètes de la région là, qui sont effectivement les représentantes canadiennes au niveau de l'équipe nationale en synchro duo. C'est excellent. Félicitations. Le Canada, d'ailleurs, qui est en train là, de tranquillement regagner ses lettres de noblesse au niveau de la nage synchronisée. Effectivement. On passe maintenant à la ringuette. Il y a longtemps, là, effectivement, qu'on n'a pas parlé de ringuette et on a une équipe à Gatineau qui s'appelle le Fusion. Oui. C'est leur 5e saison dans la Ligue nationale de ringuette. C'est une ligue, attention, c'est pan-canadien. Il y a des joueurs qui proviennent du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et du Québec qui forment l'équipe. Pourquoi on en parle comme ça? Bien, écoutez, ils jouent la majorité de leur partie à Buckingham le samedi après-midi. Alors, écoutez, moi, je les ai vus pratiquer un soir. C'est réellement du bon calibre. Les filles sont âgées entre 18 et 27 ans. Alors, je peux vous dire que ça déménage sur une glace. Et, ben, écoutez, il y a une ligue, c'est ça. Il y a des équipes de Montréal, de Québec, des Maritimes, puis il y a une section Ouest aussi. Et à la fin de l'année, tout ce beau monde-là, ça se rencontre. Donc, le samedi après-midi, des fois, mettez ça à votre agenda. Oui, d'autant plus que c'est un sport qui est très intéressant. Peu connu, ça ressemble étrangement au hockey, mais effectivement, il y a beaucoup d'actions quand on voit des parties de ringuette. En terminant, on parle de ski acrobatique. Olivier Rochon qui doit défendre son titre là, pour, à partir en fait, très bientôt. Oui, ça s'en vient. La saison de ski là, va être lancée là, dans les prochains jours. On le sait qu'il a été là, le champion de la Coupe du monde en saut. Donc, il doit défendre son titre cette année. Un petit peu plus de pression, mais il se dit prêt, lui, à affronter cela. Il pourrait, dépendant de ses performances, se qualifier pour les Jeux olympiques de cet hiver, parce qu'on sait que c'est à Sochi, en Union soviétique, en 2014. Alors, on lui souhaite bonne chance. Pour les amateurs de ski, Saint-Sauveur, ouvert, il y a une piste. Dans le temps, moi, je l'appelais la 70, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mont-Tremblant, 22 novembre. Oui, parce qu'on sait qu'effectivement, l'hiver est à nos portes. On le sent déjà avec la température. On n'a pas de neige encore, mais c'est assez froid. Ben, appelez à New York. On va vous en parler. Effectivement. Écoutez, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. On se revoit bien sûr la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé à participer à la première classique de poker pour TVC Basse-Lièvre, vous pouvez vous procurer des billets à la porte jusqu'à midi samedi. Le tournoi va avoir lieu à la salle des Chevaliers de Colomb. Quant à nous, nos bureaux sont fermés lundi pour le jour du souvenir. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi pour une autre émission d'Infomag. Merci. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir.
Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.